Vous suivez le round-up de l'actualité nationale de la semaine. Nous recevons aujourd'hui M. Babacar Gaye, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, secrétaire national à l'orientation, aux stratégies et chargé des réformes. M. Gaye, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis tout honoré de venir répondre à votre invitation. Voilà, M. Gaye, le PDS a fêté le 31 juillet dernier ses 45 ans d'existence. Ce que représente 45 ans dans la vie d'un parti politique? Absolument. Le 31 juillet 1974, les pères fondateurs du parti, à la tête desquels il y avait Maître Abdoulaye Wade, ont déposé une demande de récépissé pour la création du Parti démocratique sénégalais. Cela fait donc 45 ans, et comme vous le savez, dans la vie d'un parti politique, 45 ans, c'est pas rien. C'est pourquoi d'ailleurs je peux considérer que le parti est un organisme qui a pu atteindre sa vitesse de croisière et aujourd'hui est dans la maturité la plus absolue. Voilà, vous avez atteint le sommet du pouvoir en 2000, mais vous avez encore rejoint l'opposition en 2012. Comment vivez-vous ce stade de votre existence? Je pense que c'est la vie, c'est normal dans la vie d'une organisation que de connaître des hauts et des bas. Le Parti démocratique sénégalais a pu se battre pendant 26 ans pour arriver au pouvoir en 2000 et pendant 12 ans a accompagné le président Abdoulaye Wade dans l'exercice du pouvoir. Depuis 2012, cela fait aujourd'hui 7 ans, nous sommes retournés dans l'opposition. J'estime que c'est somme toute normal dans la vie d'une organisation car c'est une démarche sinusoïdale. Nous considérons que certainement dans le futur, si nous en tenons compte, si nous tenons compte de toutes les péripéties de notre perte du pouvoir, nous pouvons revenir pour essayer de proposer aux Sénégalais quelque chose de nouveau. L'opposition n'est pas facile, hein. Ils sont nombreux à vous avoir quitté. Vous êtes resté malgré même certains désaccords avec votre secrétaire général. Dites-nous, êtes-vous toujours à l'aise dans ce parti? Absolument, je suis à l'aise dans mon idéal. C'est vrai. Il arrive des moments dans une organisation qu'il y ait des désaccords. Et j'ai l'habitude de dire, quand il y a des désaccords dans un parti politique, il faut d'abord les pointer du doigt et ensuite les assumer. C'est ce que j'ai toujours fait. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à avoir des désaccords avec le président Abdoulaye Wade. Le plus grand désaccord qu'on a eu, c'était en 1998, autant pour moi. Et à l'époque aussi, j'avais pris mes responsabilités. C'est là que nous avions créé le Parti libéral sénégalais. Ce n'est pas pour autant que, comme le pensent certains, j'ai pu voter ou accompagner Abdou Diouf dans sa victoire. Je n'ai jamais milité au Parti socialiste, je n'ai jamais participé à l'élection du président Abdou Diouf. Au contraire, quand Abdoulaye Wade est revenu en 1999, il a tout fait pour me rencontrer, ce qui a été fait, et je l'ai accompagné pour sa victoire. Donc, chaque fois que nous avons eu des désaccords, je les ai assumés. 2 fois ministre, d'abord ministre et ensuite ministre d'État, on a eu des désaccords et j'ai pris mes responsabilités en quittant le cabinet du président de la République. Donc, chez moi, le désaccord n'est pas quelque chose de mauvais dans un parti politique. D'ailleurs, c'est ça qui devrait être la règle pour que nous puissions trouver les moyens de pouvoir avancer. Je suis à l'aise dans mon idéal. Je ne le suis pas dans le parti actuellement tel qu'il fonctionne. Imaginez que en 1974, quand les pères fondateurs mettaient en place le parti, il y avait 10 fortes personnalités dont les 5 ont fait partie du premier bureau. De ces 10 personnalités, il y a encore 4 qui sont en vie. Seul Maître Abdoulaye Wade est encore au Parti démocratique sénégalais. Que sont devenus les autres qui sont encore en vie? Ils sont là, ils continuent à mener leur vie. L'un d'entre eux est toujours dans le parti, même s'il ne s'active pas. Les autres me semblent être un peu en déphasage avec ce qui est en train d'être fait. Je les rencontre, je discute avec eux pour essayer de puiser dans leur histoire ce qui pourrait peut-être m'aider davantage à apporter une réflexion prospective pour sauver le parti. Imaginez aussi que du dernier secrétariat qui a été mis en place en 2015, du top 10, c'est-à-dire des 10 premiers secrétaires nationaux qui accompagnent le président Abdoulaye Wade
dans la gestion du parti. Il n'y a que Karim Wade aujourd'hui qui reste comme étant un de ses collaborateurs. Tout le reste, aujourd'hui, soit ils ont déjà quitté le parti, ou ils sont aujourd'hui en marge de la gestion du Parti démocratique sénégalais. Cela pose un problème. Or, quand il y a un problème, il faut une solution. Le problème, c'est à leur niveau ou au niveau du secrétaire général national? Si 10 personnes, 9 personnes sont capables de se tromper, c'est vrai qu'une majorité n'a pas toujours raison, mais j'estime qu'on devrait pouvoir nous arrêter et voir pourquoi il y a autant de désaccords sur des questions qui ne concernent que le parti politique. Pouvons-nous encore parler de démocratie interne dans le PDS? Il en existait. Je sais que le président Abdoulaye Wade est un démocrate. C'est quelqu'un qui a construit le parti en échangeant, en débattant, en faisant des compromis, en essayant de rassembler le maximum de Sénégalais possible. Il a continué à le faire avec ses collaborateurs, même quand nous avons perdu le pouvoir. Actuellement, je ne suis pas sûr que le président Abdoulaye Wade discute ou échange avec l'essentiel de sa crème politique, même si, comme on me le rapporte, il discute avec certaines personnes qui, estiment-ils, sont dignes de sa confiance et sont capables de l'accompagner dans ce processus de mutation qui est en cours. Alors justement, est-ce que ça n'engendre pas des frustrations? Le fait que vous, ces anciens compagnons, vous n'êtes plus autant écoutés qu'avant et qu'ils s'ouvrent à d'autres personnes qui l'ont combattu dans le passé, dans un passé même récent? Ça a posé des problèmes de gêne, il faut l'avouer. Mais nous comprenons que nous sommes dans le champ politique, naturellement. Ceux qui ont les mêmes préoccupations peuvent discuter, peuvent aller ensemble. Il suffit simplement de le faire dans l'éthique, en respectant les idéaux qui sont les idéaux des uns et les idéaux des autres. Le président Abdoulaye Wade a assez de cadres, a assez de personnalités avec lesquelles il peut partager sur le devenir du Sénégal, qu'il s'ouvre à d'autres forces politiques, soit émergentes, dit-on. J'estime que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, mais il ne faut jamais, jamais oublier qu'il y a un parti, il y a des cadres du parti, il y a une organisation, il y a des règles de fonctionnement, il y a des procédures qu'il faut respecter. Imagine aujourd'hui que le Parti démocratique sénégalais veuille aller à l'assaut du pouvoir sans ses généraux. Parce que le parti, il y a un maréchal, c'est le président Blade, incontesté, parce qu'il est incontestable. C'est un homme historique qui a beaucoup fait pour la démocratie, il a beaucoup fait pour ce parti, il a beaucoup fait pour l'Afrique et ce pays. Il y a par contre aussi, comme c'est organisé dans une armée, des cadres politiques bien formés qui sont capables aujourd'hui de gérer ce pays comme est en train de le faire le président Macky Sall. Juste une parenthèse, juste une parenthèse si vous permettez. N'est-il pas temps aujourd'hui de contester son leadership pour assumer votre destin, vous, responsable du parti? Il ne s'agit pas de contester la personne. Il s'agit de pointer du doigt sur les préoccupations de management actuel. Et j'estime que j'ai été personnellement, comme l'ont été d'autres, assez cohérent pour dire arrêtez, ça ne marche pas ou ça ne marchera pas. Vous avez raté une élection importante. Et ça, dans la vie d'un parti comme le PDS, je pense que ça peut laisser des graves séquelles. Nous l'avons fait. Malheureusement, ça a été la décision du secrétaire général national. Certains l'ont respecté à fond. D'autres ont essayé de relativiser cette prise de position qui ne me semblait pas être la meilleure. Aujourd'hui, nous devions être dans une dynamique de rassembler le parti. Ceux qui avaient participé aux élections comme ceux qui n'avaient pas participé aux élections et ceux qui peut-être auraient aimé venir nous rejoindre afin de faire face à cette situation difficile du pays. Est-ce que nous l'avons compris ainsi? À mon niveau, c'est très clair. C'est pourquoi, pour moi, il faut débattre, donc discuter. Il faut faire des compromis. Ensuite, il faut rassembler. Faire un compromis, ce n'est pas, à la limite, perdre son âme. C'est plutôt comprendre que les enjeux de l'heure méritent qu'on s'arrête, qu'on discute et qu'on voit en quoi la non-participation de notre candidat à cette élection a été un échec, en quoi décider de ne pas soutenir un candidat contre le candidat sortant était une décision qu'il ne fallait pas prendre. Donc, pour moi, c'est un débat démocratique qu'il faut engager sans passion, sans invective, sans porter l'anathème sur personne. Mais il faut que ceux qui sont responsables de cette situation puissent quand même rendre compte. Sinon, il n'y a pas de progrès. Vous, Babacar Gaye, participez-vous encore aux activités du parti? S'il y a des activités, bien sûr. Ben, écoute, je participe aux activités du parti qui sont les miennes. Les activités du parti, aujourd'hui, tournent autour du président Abdoulaye Wade. Semble-t-il qu'il se réunit avec certaines personnes
dans son domicile, mais le Parti démocrate sénégalais a cessé de se réunir depuis novembre, j'allais dire 2018. Or, un parti aussi grand, un parti aussi massif, un parti mythique, a besoin d'être animé d'abord à la base et ensuite au sommet pour que les décisions qui sont prises soient des décisions acceptées par le plus grand nombre. Il arrive naturellement que certains groupes ou certains mouvements de soutien de Karim Wade organisent des manifestations soit en l'honneur du président Abdoulaye Wade, soit pour davantage réaffirmer leur soutien à Karim Wade. C'est tout à fait normal, mais cela ne devrait pas inhiber la vocation du Parti démocrate sénégalais à être le porte-drapeau de l'opposition au Sénégal depuis 2012. De quand date votre dernière rencontre avec Abdoulaye Wade? Vous, Babacar Gaye, qui avez été le porte-parole du PDS pendant combien d'années? 13 ans? Oui, au moins. Je pense avoir rencontré le président Abdoulaye Wade lors du dernier comité directeur qu'on a organisé dans un hôtel de la place, et tout le monde sait ce qui en est su ou ce qui s'est en suivi. Il m'a interpellé et je pense que c'était peut-être pas pour moi ni le moment ni le lieu, et cela a créé en moi un blocage en termes relationnels. J'avoue que ce n'est pas de mon vouloir ou de ma volonté de ne pas être fréquent auprès du président Blade, parce qu'il en a besoin actuellement, il en aura besoin davantage dans le futur. Ben, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut offrir. Vous avez vos convictions, vous êtes aussi son jeune frère. Tentez-vous un rapprochement? Je l'ai essayé, c'est appelé pour essayer de le rencontrer. Il n'y a pas eu de réponse positive. Je ne vais pas récidiver. D'accord. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à l'orientation et aux stratégies chargées des réformes du parti. Justement, à propos de ces réformes tant souhaitées, vous en êtes où? Est-ce que vous avez un soutien? Pour l'instant, je sais que les militants souhaiteraient avoir un parti réorganisé, un parti restructuré, un parti réformé dans le sens de proposer aux Sénégalais une autre offre. Une offre nouvelle qui tienne compte des nouvelles dynamiques, mais aussi qui tienne compte de l'émergence de forces politiques assez réelles qui sont là, sur le terrain, et qui devraient peut-être certainement revendiquer ou en tout cas disputer le leadership à notre parti et à notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Et pour ça, je pense qu'il faut aller plus vite dans les besoins de réforme. Est-ce que le parti est en train de le faire? Je ne peux pas le dire, parce que de toutes les façons, on ne m'a jamais donné l'occasion de proposer au parti une commission nationale chargée justement de l'orientation des stratégies et des réformes. Personnellement, j'y réfléchis et j'y travaille et je continuerai à le faire. Je proposerai au parti, aux membres du parti, à ceux qui en veulent, une approche pour un PDS rénové. Vous avez eu des désaccords avec Maître Abdoulaye Wade dans le passé, vous en avez parlé tout à l'heure, mais n'empêche, vous êtes resté dans le parti, vous n'avez soutenu personne. Aujourd'hui, les désaccords sont encore là. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Babacar Gaye puisse soutenir une autre formation politique ou un homme qui est déjà au pouvoir? Je parlais de Macky Sall. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui soutient, j'accompagne. Maître Abdoulaye Wade est un compagnon, je le considère comme tel. Le Parti démocrate sénégalais fait partie de moi. Le Parti démocrate sénégalais était patrimoine commun aux Sénégalais, aux militants, mais aux Africains. Je ferai tout pour préserver ma part d'héritage et je pense que cela est valable pour tout militant, tout responsable du parti. Vous savez, le problème que nous avons, à moins que le président Abdoulaye Wade veuille nous déshériter de ce parti, ce qui sera très difficile, il va falloir que ceux qui pensent que, bon, il faut quitter le parti, et ceux qui pensent qu'il faut peut-être aller voir ailleurs, ceux qui pensent que pour réagir négativement, il faut rejoindre le camp du pouvoir. Pour prendre son destin en main. Ils sont torts. Prendre son destin en main ne signifie pas faire des ruptures qui ne s'expliquent pas. Les ruptures sont consubstantielles à un compagnonnage politique. Par contre, il faut avoir les raisons de le faire. Il faut avoir des arguments pour pouvoir justifier pourquoi on a rompu. Je ferai de mon mieux pour ne pas rompre avec le président Abdoulaye Wade, parce que je le considère comme une icône, je le considère comme un idole, je le considère comme quelqu'un qui a pu me montrer un chemin. Il est arrivé le temps de mériter justement de lui, c'est-à-dire de le laisser se reposer et de continuer son œuvre pour le bien du peuple sénégalais. C'est ça mon combat. Je ne suis pas dans les combats de querelles, les querelles de personnes, je ne suis pas omnibulé par des positions de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est faire vivre l'idéal pour lequel je m'étais engagé il y a 40 ans. S'il continue à vous ignorer? Ben, je continuerai à exister. En dehors du parti ou dans le parti? D'abord, à l'intérieur du parti, je m'organiserai avec d'autres militants et d'autres cadres du parti qui estiment qu'ils doivent rester dans le parti, exister dans le parti.
Si par extraordinaire cela n'est pas possible, nous prendrons nos responsabilités. Merci Babacar Gaye. L'actualité, c'est aussi ces nombreuses arrestations d'activistes et de journalistes. Comment est-ce que vous les jugez? D'abord, le cas Guy Marius Sagna. C'est une perte, c'est un gâchis. Je l'ai toujours dit, Guy Marius Sagna est devenu aujourd'hui un symbole pour notre démocratie, pour la lutte pour les libertés, mais surtout pour la sauvegarde de notre patrimoine national, c'est-à-dire pour notre identité en tant que Sénégalais. Guy mérite qu'on le soutienne parce que c'est un garçon courageux. J'aurais bien aimé avoir 2, 3, 4 Guy au sein du Parti démocratique sénégalais. J'aurais aimé que chaque... Vous ne pensez pas ce qui vous a manqué dans le passé, des jeunes courageux? Absolument. C'est pourquoi je dis j'aurais aimé maintenant en avoir des Guy au sein du parti, en avoir dans chaque parti politique. Je pense que le Sénégal ne s'en porterait que mieux. Mettre Guy en prison, c'est emprisonner la jeunesse. Mettre Guy en prison, c'est mettre la liberté en prison. Mettre Guy en prison, c'est tuer le patriotisme. Et c'est pourquoi d'ailleurs tous les Sénégalais ont l'obligation de le soutenir pour qu'il sorte rapidement de prison parce que sa place n'est pas là-bas, sa place est dehors, sa place est là pour contester ce qui est fait et c'est ça qui peut amener le progrès. Quand il n'y a pas une position diverse, quand il n'y a pas des antagonismes dans le champ politique, j'estime que nous sommes en train de nous fourvoyer. Et pour ce qui concerne aussi Adama Gaye, certainement vous faites allusion à lui, oui. C'est quelqu'un qui a pensé devoir apporter sa contribution dans la marche du pays. C'est quelqu'un qui, pour l'Afrique, a écrit. C'est quelqu'un qui s'est battu très jeune pour se frayer un chemin, d'abord au plan national comme au plan international. Avoir un homme pareil et le mettre en prison me semble un gâchis, même si dans ses méthodes ou dans les formes de ses interventions, je peux être en désaccord avec lui. J'estime que aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de donner au Sénégal une image qui ne devrait pas être la sienne. Un pays où on emprisonne tout azimut et qu'on laisse circuler librement des gens présumés avoir commis des actes délictueux qui mettent en danger l'avenir du pays, l'avenir de notre santé, l'avenir de notre éducation. J'estime qu'il y a 2 poids 2 mesures et il n'était pas élu pour ça. La liberté d'expression est-elle menacée? Quand on sait que sous Macky Sall, on a vu l'emprisonnement de plusieurs responsables politiques qui ont été accusés d'offense au chef de l'État. Aujourd'hui, il y a Guy Marius Sagna, mais aussi le journaliste Adama Gaye, même s'il n'exerce plus, il est de la profession, emprisonné pour des propos qu'ils ont tenus. Où en est la liberté d'expression au Sénégal? Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui auraient dû défendre la liberté d'expression sont en train de croiser les bras ou de fermer les yeux. C'est les journalistes. Je suis un peu surpris que vous n'ayez pas eu la même attitude quand certains de vos confrères ont été attirés devant la digue pour ce qui concerne Adama Gaye. Quelle que soit la faute commise par Adama Gaye, votre corporatisme légendaire devrait, de mon point de vue, être observé concernant justement son cas et faire face au régime. Parce que le régime, en réalité, a peur de vous, hein, ça, il faut le reconnaître. Mais on a l'impression que les rédactions sont aujourd'hui anesthésiées. Je ne parle pas peut-être des journalistes qui font correctement leur travail, mais j'ai l'impression que ceux qui détiennent les pouvoirs dans les rédactions ne sont pas à la hauteur de la tâche. C'est-à-dire que nous aurions aimé avoir une presse aussi dynamique, une presse aussi regardante sur la manière dont le pays est géré. Aujourd'hui, des journalistes sont en prison, Guy Marius est en prison, des gens présumés délictueux sont en liberté. Bon, on a l'impression que vous laissez les choses passer comme ça naturellement et normalement. Vous avez votre mission, nous avons la nôtre. Les politiques, la société civile est en train de jouer son rôle. Je pense qu'il va falloir que vous aussi, en mode fast-track, que vous maniez pour que justement ce combat soit le vôtre. Je suis sûr et certain que si Macky Sall était certain que Adama Gaye avait le soutien de ses confrères journalistes, il ne l'aurait jamais mis en prison. Est-ce que ça a un rapport avec ses confrères qui ont rejoint la majorité présidentielle? Je veux parler du directeur de la RTS et de Madiambal Diagne qui disent que Adama Gaye ne peut plus être considéré comme un journaliste parce que le canal qu'il a utilisé ne peut pas être considéré comme une presse, Facebook. Ah si, Facebook est devenu aujourd'hui un élément de presse. Aujourd'hui, nous vous contestons l'exclusivité que vous vouliez avoir de la circulation de l'information. On s'informe même maintenant à travers vos pages. Absolument. Je vois maintenant que les journaux attendent que je publie quelque chose pour qu'ils en fassent le chou gras. Alors, je ne suis pas le seul. Adama Gaye et d'autres personnes aussi font du bon travail à travers les réseaux sociaux qui s'imposent aujourd'hui erga omnes. Et je pense qu'il va falloir que l'on reconsidère les rapports qu'il y a entre le pouvoir et la presse. La presse a changé de façon de faire, a changé de méthodologie, a changé d'acteurs. Il y a des journalistes qui n'ont pas été au CESTI.
et qui n'ont aucune formation de médias et qui ont la chance aujourd'hui d'avoir des espaces comme Facebook, Twitter et ailleurs pour s'exprimer. Cela me semble être des journalistes. Ils sont des journalistes mieux que quelqu'un qui n'écrit plus, qui ne présente plus d'émissions, qui ne fait plus d'éditorial. Cela me semble être identique à ceux qui n'ont jamais fait l'école journalistique. Madiambal Diagne, il faut le regretter, et aujourd'hui, comme l'ont dit souvent certains de ses détracteurs, du côté du pouvoir, on comprend son message, on comprend son attitude vis-à-vis d'un de ses aînés, mais je pense que Adama Gaye méritait plus de respect de sa part, d'autant que lui-même, il n'est même pas journaliste, hein, il est entraîné par effraction dans le métier. Racine, je suis désolé, quand il s'agit de se déboire, je pense que c'était en 2010-2011, il a eu le soutien qu'il fallait parce que nous considérons qu'il faisait du bon travail dans le cadre d'un projet de l'État. L'un et l'autre n'ont pas le droit pour j'allais dire, un engagement politicien ou politique, jeter l'anathème ou jeter l'opprobre sur un autre Sénégalais qui n'a fait que s'exprimer, même si on peut se poser des questions sur la qualité de l'expression. Je pense qu'on ne devrait pas envoyer des gens aujourd'hui en prison parce qu'ils ont exprimé leur opinion au moment où on laisse en liberté des gens qui ont détourné des deniers publics, des gens qui ont aujourd'hui été épinglés par les organismes de contrôle pour mauvaise gestion. Je pense que ce n'est pas un bon exemple que le gouvernement donne à l'opinion nationale et internationale. C'est pourquoi d'ailleurs je le pense très rapidement, Guy Marius Sagna et Adama Gaye vont retrouver la liberté. D'accord, M. Gaye, autre liberté qui semble être menacée au Sénégal, c'est la liberté de culte. Avec les affaires Oxfam et Guigon, des employés auraient été renvoyés pour avoir rempli leurs obligations religieuses. Qui a tort selon vous dans cette affaire? Celui qui a tort, c'est celui qui n'est pas dans son droit. Celui qui a tort, c'est celui qui ne respecte pas les règles qui ont été préétablies. Celui qui a tort, c'est celui qui pense qu'au nom de la liberté de culte, on peut se permettre d'enfreindre un contrat, on peut se permettre d'enfreindre une convention qu'on a signée avec un employeur. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui pensent que, parce que nous sommes à 95% de musulmans, qu'on puisse imposer notre islam comme étant une religion d'État. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous ne sommes pas dans ce projet de société, même si la religion est importante, il faut tenir compte de ça. J'estime que ceux qui veulent pratiquer la religion ont des occasions et des moyens de le faire sans enfreindre les règles du Code du travail. Si dans les pharmacies, la pharmacie Guigon, il n'était pas possible de prier à des heures de travail, c'est comme ça que d'ailleurs le dit le Code, à moins que cela soit toléré par l'employeur, le musulman a tous les moyens, pendant les heures de pause, de rassembler certaines de ses prières. Ce que nous permet même la religion. Absolument. Et après l'heure de travail, le soir, compléter pour toutes les prières du soir. Pour ce qui concerne aussi certaines libertés liées au genre, liées, pour rappeler l'affaire Oxfam, je ne sais pas le fond du problème, mais j'estime que quand on est aussi employé dans une organisation non gouvernementale comme l'Oxfam, on connaît a priori les règles de fonctionnement de cette organisation et les respecter le cas échéant. Il n'est pas bon que le pays soit aujourd'hui dans une situation assez compliquée, une situation trouble. On enferme tous azimuts, on a des conflits partout. Il est temps qu'on apaise. C'est en cela d'ailleurs que le dialogue national, entre guillemets, qui a été agité et qui continue son bonhomme de chemin malgré des couacs, est pertinent de mon point de vue. Je ne le dis pas parce que le PDS a décidé de ne pas y aller. Je ne le dis pas parce que pour Macky Sall, c'est peut-être un moyen, un leitmotiv pour essayer d'apaiser, mais c'est parce que le Sénégal a besoin d'être apaisé. Le Sénégal aujourd'hui est dans une situation assez compliquée en termes de rapports sociaux. Et ce n'est pas bon au moment où tout le monde a mis le focus sur notre pays à cause de nos ressources pétrolières. Justement, par rapport à cette question, nous allons parler de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards qui a été soulevée par Ousmane Sonko, une commission qui a partagé vendredi les résultats de son travail. Aussitôt après, Ousmane Sonko a réagi pour déchirer ce rapport entre guillemets. Nous allons suivre les deux éléments avant de poursuivre avec notre invité. La commission d'enquête parlementaire sur les 94 milliards a ainsi déposé son rapport. À la fin de ses travaux, elle a fustigé le refus de coopérer d'Ousmane Sonko et d'Ismaïla Ba de la société Mercalex. Alors la commission a fustigé et condamné vivement cette attitude d'irresponsabilité dont ils ont fait montre.
l'absence de civisme républicain, le déficit d'élégance et le manque de considération vis-à-vis de nos institutions, voire des Sénégalais. Depuis le démarrage de ces auditions, plus de 30 personnes ont été entendues, notamment ses héritiers. Les personnes indépendantes et intéressées par le titre, nous avons auditionné Amadou Makhtar Mbaye, qui est le président de Saïm Indépendance, l'holding de Feu Djili Mbaye. M. Sandene Touré, qui est un géomètre, qui a travaillé également dans le dossier. Nous avons auditionné M. Moustapha Ba, directeur général du budget, M. Cheikh Diop, directeur général de la comptabilité publique et du trésor, M. Cheikh Tidiane Ba, directeur général des impôts et des domaines. Beaucoup de gens ont été auditionnés. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que de toutes ces personnes qui ont été convoquées, elles ont toutes répondu à l'invitation et ont bien collaboré avec la commission. Après toutes ces auditions, la commission d'enquête dit n'avoir trouvé aucun détournement de deniers publics. À la fin de ces travaux, la commission a conclu qu'il n'y a aucune possibilité de détournement de deniers publics. Dans ce rapport, la commission dit avoir émis des recommandations. Elle invite par ailleurs les autorités judiciaires à prendre toutes leurs responsabilités. Droit au but, Ousmane Sonko balaye d'un revers de main le travail de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. Mieux, il annonce une poursuite judiciaire et précise qu'il va directement saisir le juge avec constitution de partie civile. Je saisirai cette fois-ci, à partir de cette semaine, directement le juge, en m'appuyant sur les articles 2 et 42 du Code de procédure civile. Mais je tiens à dire aux Sénégalais que la voie parlementaire est une voie strictement politique. Le leader du PASTEF a également révélé face à la presse qu'il maintient ses propos et accusations sur le détournement de deniers publics. De surcroît, il annonce que 46 milliards ont déjà été décaissés. Il y a eu détournement de deniers publics et je maintiens que la moitié de la somme a été déjà décaissée. Et si la justice me convoque demain, je leur donnerai jusqu'au compte bancaire qui a été utilisé, la banque par laquelle c'est passé pour faire le rachat de créances. Puisque j'ai les documents avec moi. Et si la justice ne fait rien, d'ici quelques temps, je vous convoquerai et je distribuerai à la presse tous ces documents. Ousmane Sonko n'a également pas manqué de se prononcer sur les récentes arrestations de Guy Marius Sagna et Adama Gaye. À l'en croire, il s'agit justement et simplement de tentatives de diversion. Migmagla, ça avait un seul objectif. C'est de nous détourner de l'essentiel sur le scandale du pétrole du Sénégal. C'est ça la vérité. Il y a eu des arrestations tous azimuts, dont l'arrestation de Guy Marius Sagna sous un prétexte fallacieux, l'arrestation de Adama Gaye. Rappelle aux Sénégalais qu'un peuple doit savoir définir ses priorités. Sonko ne compte pas lâcher prise. Il donne rendez-vous après la Tabaski pour d'autres révélations sur des dossiers scandaleux concernant le fer et les nouvelles attributions de blocs pétroliers. Alors, M. Gaye, ça boxe entre Ousmane Sonko et les députés de la commission d'enquête parlementaire. On vient de suivre deux réactions. Dites-nous, laquelle vous semble la plus plausible? Je ne suis pas là pour arbitrer un combat de boxe entre des députés de la majorité et un député de l'opposition. Nous sommes dans un état de droit. J'estime que les affaires doivent être dépersonnalisées. Je comprends que Ousmane Sonko veuille systématiquement revenir sur cette affaire parce que, semble-t-il, il l'a dit, il a des éléments d'information qui peuvent corroborer ses thèses. Je voudrais d'abord commencer par dire à l'opinion que la commission d'enquête parlementaire a enfin la loi. La commission d'enquête parlementaire n'a pas le droit de rendre public ne serait-ce qu'un mot contenu dans le rapport sans que la plénière ne soit saisie, sans que la plénière n'ait décidé de rendre public une partie ou tout le rapport. S'il convoque une conférence de presse pour sortir des éléments contenus dans le rapport ou des éléments d'enquête parlementaire, je vais dire même, il tombe sous le coup de l'article, je pense, 363 du Code pénal. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la procédure? La procédure est déjà biaisée. Je pense que la commission aurait dû attendre la convocation de l'Assemblée nationale, d'exposer le rapport devant les députés
et attendre que le député décide de rendre public le rapport. En ce moment, il pouvait convoquer une conférence de presse pour rendre public le rapport. Ils ont anticipé sur ce travail et je pense qu'ils ont enfreint la loi. Je ne voudrais pas aller dans les détails de de leur appréciation personnelle sur le comportement de tel ou tel autre Sénégalais. Si c'était moi, Babacar Gaye, député, j'aurais répondu à une convocation de mes collègues députés. Par contre, je vois que le président Ousmane Sonko est en train d'évoluer dans sa façon de gérer cette affaire. Peut-être qu'il a dû prendre leçon de la décision du CRD, je veux dire du groupe de Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, d'attaquer j'allais dire des présumés délictueux devant le juge d'instruction en faisant ce qu'on appelle une constitution de partie civile. Ils ont pu agir, de mon point de vue, en fonction de ce que leur permettait la loi. Pourquoi Sonko n'avait pas, à l'époque, passé par la même procédure de porter plainte devant le juge d'instruction, se constituer partie civile? Il y a un risque. Si, après enquête, le dossier est classé sans suite, ou en tout cas, une ordonnance de non-lieu a été décernée par le juge d'instruction, ceux qui ont été incriminés peuvent se retourner contre Sonko pour dénonciation abusive. Peut-être c'est ça qu'il redoutait à l'époque, je le pense. Si aujourd'hui il estime devoir passer par cette voie, il nous aura fait perdre au moins 2 ans. Il a aussi dit détenir des preuves qu'il mettra à la disposition de la presse si d'ici peu la justice ne fait rien. Oui, je pense qu'un homme politique doit avoir une approche beaucoup plus cohérente. S'il y a des preuves qui attestent aujourd'hui de l'implication et de la culpabilité de tel ou tel agent de l'État, il a obligation de par la loi, d'abord d'en faire une dénonciation en bonne et due forme et non informer simplement le procureur. Il est des parlementaires, il peut d'ores et déjà informer l'opinion publique nationale et internationale que voilà les preuves pour lesquelles j'estime que le procureur devrait agir, il n'a pas agi. Lui, en tant que citoyen sénégalais, il a la latitude d'aller devant les juges d'instruction pour que celui-ci puisse ouvrir une information à laquelle le procureur ne peut pas s'opposer. Une dernière question. Donc, je pense que le Sénégal gagnerait à ce que cette affaire soit clarifiée très rapidement pour qu'on sache qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. D'accord. Une dernière question. Voilà, nous venons de boucler sans bruit les 100 premiers jours du deuxième mandat du président Macky Sall. Comment est-ce que vous le trouvez? Catastrophique. Catastrophique parce que le président Macky Sall a désorganisé les institutions en supprimant le poste de Premier ministre. Il a nommé quelqu'un pour coordonner l'action du gouvernement alors qu'il le savait malade. Le pays est exsangue. Il a aujourd'hui en face de lui tous les problèmes du Sénégal parce qu'il n'y a plus d'interlocuteur entre les Sénégalais et la première institution que le président. Il est in front. Qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les conséquences? D'abord parce que pour que les préoccupations du Sénégalais puissent être prises en charge, il faut qu'il décide. Il ne peut pas être partout à la fois. Il n'a pas ce don d'ubiquité, le président Macky Sall. On nous signale qu'il y a aujourd'hui une dette de 250 milliards due aux entreprises de BTP uniquement, 247 milliards dus à la Sénélec dans le cadre donc, du soutien au FUL. Et les conséquences seront désastreuses pour les familles. Je ne parle pas des autres fournisseurs de l'État du Sénégal qui ne sont pas payés depuis belle lurette. Je pense qu'une situation pareille, quand ça arrive après avoir été réélu, ça signifie que le bilan que vous aviez présenté aux Sénégalais, le projet politique nouveau que vous avez vendu aux Sénégalais, c'était du pipeau. Car on ne peut pas, au bout de 100 jours, vivre une situation aussi dramatique et le parti qui soutient le président de la République, je ne parle pas de la coalition Benno Bokk Yakaar qui aujourd'hui pour moi n'existe plus pour plusieurs raisons. Vous savez très bien que les partis qui composent Benno me semblent être dans des crises assez aiguës. Et en interne, il y a aujourd'hui des remous, il y a une jacquerie, il y a un désamour entre les fondateurs de l'APR et ceux qui sont venus un peu plus tard, qui semblent être aujourd'hui au devant de la scène. Une situation pareille ne me semble pas être favorable au président Macky Sall, qui doit se ressaisir. D'abord en calmant
sa famille. Quand je dis sa famille, c'est sa famille la plus proche, sa famille de sang, sa belle famille, et ensuite sa famille politique, pour enfin faire face aux autres Sénégalais, ceux qui sont dans d'autres partis politiques, pour leur dire, écoutez, il faut qu'ensemble nous essayions, que nous discutions de manière objective sur toutes les questions, et que, une fois trouvé un accord autour de ces questions, je m'engage de manière solennelle à faire changer les données. Sinon, il y a des risques qui s'amoncellent sur le Sénégal. Nous sommes un pays aujourd'hui qui est la cible de toutes les nations occidentales. Ce qu'a dit Guy Maurice Sagna, qui lui vaut aujourd'hui un emprisonnement, semble-t-il, ou ce qu'aurait dit l'organisation à laquelle il appartient, me semble être aujourd'hui une réalité en face. À côté de chez nous, il y a le Mali, déstabilisé pour les richesses qui sont dans ces plateformes. Le Sénégal peut-il échapper à cette volonté des peuples qui sont aujourd'hui à la recherche de survie et de croissance? Quand je parle de ces peuples-là, c'est les peuples riches, c'est les Américains, c'est les Français, c'est les Turcs, c'est les Chinois. Tous vont dire, écoutez, le Sénégal est un pays où il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du fer, il y a du zircon. Donc c'est un pays intéressant pour la géopolitique mondiale. Si nous ne sommes pas ensemble, ils vont nous bouffer. Merci beaucoup, M. Gaye. Si nous ne sommes pas ensemble, ils vont nous bouffer. Babacar Gaye, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ben, c'est moi aussi. Voilà, c'est la fin de ce round-up de l'actualité nationale de la semaine qui recevait, je le rappelle, M. Babacar Gaye, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, secrétaire national à l'orientation, aux stratégies et chargé des réformes. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur cette TV. Au revoir.